Bonjour, je suis Pierre-Henri de Menton, je suis le directeur de la rédaction de Challenge. Ravi de vous accueillir. On va parler pendant très exactement 54 minutes et 49 secondes, j'ai un timer, de l'inflation et de l'épargne, l'impact que peut avoir l'inflation sur l'épargne et plus généralement sur les flux d'investissement. Je vous présente très brièvement nos invités. Céline Gimier du Cercle des économistes qui va nous faire, comme d'habitude c'est la tradition à Aix, un propos introductif sur le sujet. Isabelle Matteo Silago, qui est la chef économiste de BNP Paribas. Gérard Beckerman, qui est le patron de l'affaire, leader français de l'assurance vie, je le rappelle, mais tout le monde le sait. Monsieur Tao Zhang, qui est de la Banque des règlements internationaux, la banque centrale des banques centrales. Et enfin, ma voisine Valeria Moy, qui nous vient du Mexique, où elle dirige l'Institut mexicain de la compétitivité. Donc ça va être passionnant. On va parler France, Europe, mais aussi international. Et je laisse tout de suite la parole à Céline, parce qu'on s'est réservé quand même une vingtaine de minutes de questions-réponses à la fin de cette session. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, lorsqu'on parle de l'épargne et de l'inflation, ce sont deux mécanismes qu'on a du mal à associer. L'inflation, c'est l'évolution générale des prix. Et on oublie qu'elle peut jouer comme une taxe invisible sur l'épargne. Alors, le mécanisme est simple. Lorsque les prix augmentent plus vite que les taux d'intérêt, le pouvoir d'achat de l'épargne diminue. Alors, en théorie, les prix et les taux d'intérêt devraient augmenter au même rythme. Mais en pratique, il y a toujours une période d'adaptation du fait de la réaction des banques centrales, des banques commerciales, des marchés, qui peuvent avoir, du coup, un impact négatif sur le rendement réel de l'épargne. Alors, les agents ne s'en aperçoivent pas immédiatement. On parle d'illusion monétaire. Ils voient leur montant d'épargne en termes nominal qui n'a pas bougé. Mais ils ne s'aperçoivent pas qu'avec ce même montant, ils peuvent acquérir moins de biens et services. Alors, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis en 2022 et qui a montré que l'inflation avait causé des pertes de 1800 milliards de dollars de pouvoir d'achat sur le dépôt bancaire des Américains. Alors, comment expliquer ce phénomène? Quels sont les mécanismes de transmission qui vont de l'inflation vers l'épargne? Alors déjà, il faut différencier les différents types d'épargne. Alors, les dépôts à court terme, les comptes courants, les obligations à taux fixe sont, eux, les plus exposés, puisque leur taux d'intérêt est faible, voire nul. Certains voient dans l'immobilier une opportunité de se protéger contre de l'inflation, mais cela va dépendre aussi beaucoup du marché immobilier sur lequel on se place. Les actions peuvent être un instrument intéressant pour se protéger contre l'inflation, étant donné qu'à long terme, les entreprises ont tendance à répercuter la hausse de leurs coûts dans les prix. Mais à court terme, elles sont quand même soumises au mouvement du contexte économique. Enfin, les produits indexés sont bien sûr les plus efficaces, mais ils sont aussi les moins accessibles au grand public. Alors, il faut savoir que ce mécanisme n'est pas le même pour tous les agents. Les ménages qui ont des revenus plus faibles vont allouer une partie de leur budget plus importante à des biens de consommation tels que l'alimentation, tels que l'énergie, qui sont des postes où l'augmentation des prix est importante, ce qui va du coup peser dans leur budget et réduire leur capacité d'épargne. De la même manière, si le cadre fiscal ne s'adapte pas, l'augmentation des salaires nominaux va engendrer une augmentation de l'imposition de certains agents, alors que dans les faits, leur pouvoir d'achat n'a pas augmenté, ce qui va là aussi réduire leur capacité d'épargne. Il y a aussi ce qu'on appelle un phénomène redistributif. Lorsque l'inflation n'est pas anticipée, eh bien, ce sont les créanciers qui sont le plus pénalisés, alors que les débiteurs vont voir leur dette réelle se réduire mécaniquement
et c'est pareil pour l'État. Donc on peut en déduire qu'en période inflationniste, l'épargne va diminuer. Or, c'est l'inverse qui s'est produit lors du dernier épisode inflationniste de 2022. Alors comment expliquer cet apparent paradoxe ? Eh bien par le fait qu'il faut distinguer les stocks d'épargne des flux d'épargne. Le stock d'épargne, c'est le patrimoine déjà acquis qui, lui, est soumis à l'inflation. Les flux d'épargne sont les montants que les agents mettent de côté chaque mois et qui vont avoir tendance à augmenter en période d'incertitude du fait d'un motif de précaution, notamment pour les agents qui ont des revenus les plus importants et donc une capacité d'épargne plus élevée. À l'échelle internationale, on assiste aussi à une recomposition des portefeuilles des investisseurs en période inflationniste. Ils vont avoir tendance à délaisser des actifs traditionnels qui ont un rendement réel moins important au bénéfice d'actifs indexés, de valeurs refuges comme l'or ou encore de cryptoactifs. Mais là aussi, ce n'est pas seulement le prix des actifs qu'il faut regarder, mais la monnaie dans laquelle ils sont libellés. Parce que l'inflation va avoir aussi un impact sur le taux de change réel. Donc pour conclure cette introduction et pour ouvrir le débat, on peut dire que quelle que soit la manière dont on se positionne, il y a une question qui domine. En période inflationniste, dans quel placement peut-on avoir confiance ? Je vous remercie. Merci Céline, c'était très clair. Merci beaucoup. C'est des sujets pas évidents et vous avez un vrai talent pédagogue qui est lié à votre métier. On a une autre économiste à côté de vous, Isabelle, qui est une économiste non pas académique, elle l'est certainement, mais c'est aussi une économiste de marché. Elle fait des briefs tous les matins aux salles de marché de BNP Paribas pour savoir ce qui se passe. Alors je voudrais qu'elle nous fasse un peu bénéficier de ces infos, de ces intuitions. Il s'est passé beaucoup de choses, notamment ces derniers jours. On a vu l'inflation en France qui tout d'un coup a régressé. On est passé sous les 2%, alors que vous vous rappelez, il y a quelques semaines encore, c'était, on ne va pas dire la panique, hein, on en a vu d'autres, mais il y avait quand même une vraie inquiétude. Et on a vu la Banque Centrale Européenne qui a remonté ses taux, inquiète, qui a remonté ses taux. Et puis là, Madame Lagarde, il y a une grande réunion de banquiers centraux au Portugal hier ou avant-hier. Elle est plutôt muette sur le sujet et la prochaine réunion est fin juillet. Donc, où est-ce qu'on en est Céline parlait d'une phase de transition. Est-ce qu'on est dans une phase de transition et comment ça va déboucher, comment on va dire, aller à l'automne? Merci de cette question. Bonjour à tous. Alors, effectivement, c'est une bonne semaine pour parler d'inflation, puisqu'on a eu, il y a quelques jours, les chiffres du mois de juin pour l'inflation dans toute la zone euro. Et effectivement, c'est l'occasion d'un premier soupir de soulagement. Alors, pas complet, mais néanmoins, bon, pour rappel, on avait fini l'année 2025 avec l'inflation pile à 2%. Et puis, dès le mois de mars, du fait de la hausse très très forte des prix de l'énergie, on était reparti à la hausse au point que le mois dernier, donc au mois de mai, l'inflation en zone euro était à 3,2%, donc plus d'1% au-delà de la cible. Je rappelle que l'objectif, c'est 2%. Voilà, l'objectif, c'est 2%, qui est censé être le niveau auquel personne n'y prête attention. Donc, c'est l'objectif. Donc, on était remonté au mois de mai à 3,2%, d'où grosse inquiétude de la BCE, décision d'augmenter ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion du mois de juin. Et puis là, début de soulagement, on est retombé à 2,8 pour le mois de juin. Alors, c'est toujours très au-delà de la cible, mais c'est une décrue plus rapide que ce à quoi s'attendaient la plupart des observateurs, qui, en très large partie, est liée aussi au fait que les prix du pétrole sont redescendus beaucoup plus vite que ce à quoi on s'attendait. En fait, ils sont revenus déjà au niveau d'avant la guerre. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce qu'on redescend très vite à 2% ou pas?
Et là, je dirais, moi je suis un petit peu plus sceptique, et en ce sens que finalement on ne peut pas être sûr que les prix du pétrole vont rester aussi bas, on pense même que ça n'est pas le cas, qu'il y a un effet immédiat de soulagement, mais en réalité ça va prendre plusieurs trimestres pour normaliser le trafic au niveau du golfe d'Ormuz, et également pour normaliser la production de pétrole. Donc pour l'instant, la seule chose qui se passe, c'est que les centaines de pétroliers, de navires pétroliers qui étaient coincés dans le détroit arrivent à sortir, donc effet immédiat de soulagement, mais à notre sens, il y a quand même des risques importants que ça remonte d'ici la fin de l'année, les prix du pétrole et les prix du gaz. Et par ailleurs, le cessez-le-feu n'est pas complet, vous l'aurez bien compris, donc il y aura une prime aussi de risque géopolitique qui fait que cette décrue du prix du pétrole, on ne peut pas vraiment compter dessus. Par ailleurs, il y a toujours des tensions importantes au niveau des prix de l'alimentation. Il y a des craintes que la sécheresse, la phase de sécheresse qu'on vient de vivre ait un impact négatif sur les récoltes. Et le phénomène El Niño aussi, dont un certain nombre de spécialistes craignent que ça puisse créer des pressions inflationnistes sur les prix de l'alimentation entre maintenant et de la fin de l'année. Tout ça pour dire que même si on respire un petit peu mieux et qu'effectivement la BCE est plus circonspecte sur la nécessité de faire d'autres hausses de taux, quand même, ils ont cherché, tous ceux qui étaient présents à Sintra ces derniers jours, je dirais, ils ont ouvert la porte à ne pas faire une hausse de taux supplémentaire, qui était ce à quoi on s'attendait au mois de juin, mais c'est pas gagné d'avance, il faut vraiment rester vigilant. Alors, juste une toute petite question sur puisque notre sujet, c'est l'inflation et l'épargne. Vous êtes à la tête, vous êtes à la direction d'une très grande banque de détail. Qu'est-ce qui se passe chez les clients de BNP Paribas quand il y a de l'inflation? Où est-ce qu'ils mettent leur épargne? Quel est l'impact, en fait? Est-ce qu'il y a une illusion monétaire? Il ne se passe pas grand-chose? Ou au contraire, il y a dans des flux de leurs investissements un impact direct? Les flux sont parfaitement cohérents avec ce qu'a évoqué Céline avant. Il n'y a pas d'exception à cet égard. Effectivement, on a constaté lors de la précédente vague d'inflation, donc à partir de 2022, une augmentation du taux d'épargne, mais je dirais pas particulièrement d'inflexion de la façon dont cette épargne est allouée. Et c'est un peu ça la tragédie, je dirais, c'est que historiquement, l'épargne en Europe, et la France n'y fait pas exception, est placée de manière très liquide et très peu risquée, donc génère très peu de rendement, offre donc très peu de protection contre l'inflation. Et malheureusement, dans cette période, la dernière vague inflationniste, ces tendances ont été confirmées. Je pourrais y revenir plus tard. Voilà, la transition est parfaite avec Gérard Beckerman, parce que vous êtes à la fois, vos nombreuses casquettes, il faut le rappeler, vous êtes économiste aussi, et vous êtes surtout à la tête d'une très grande association d'épargnants. J'avais envie de vous poser la même question. Quel est l'impact de l'inflation sur le comportement des adhérents de l'affaire? Est-ce que c'est si grave que ça qu'il y ait tout d'un coup des bouffées inflationnistes ou pas? Pas du tout. Je reprends le titre de ces rencontres d'Aix. Comment naviguer dans un monde devenu sans repères? C'est pour ça que j'avais accepté de venir. C'était un beau titre. Un peu proustien, mais c'est beau, surtout pour des économistes. Et après, on m'a demandé de m'exprimer sur les rapports entre l'inflation et l'épargne. Il n'y en a pas beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Les économistes, et on en a eu la confirmation aujourd'hui, avec deux brillants économistes, une académicienne et une femme qui observe les marchés tous les jours, j'imagine. Ils ont une conception comptable de l'inflation. Ce n'est pas une belle espèce. Parce que l'inflation, on la maîtrise. Vous allez aux États-Unis,
qui ont un rôle déterminant dans l'inflation dans le monde, les États-Unis, c'est très simple. Il y a un comité technique, Federal Open Market Committee, qui est issu de la Banque centrale, la Fed, et cela depuis 1913, qui observe deux courbes. Celle du produit, essentiellement la production industrielle, et celle de l'inflation, de la masse monétaire. Et ils en déduisent ceci. Lorsque la masse monétaire évolue plus vite que le produit, eh bien, il faut augmenter le taux des fonds fédéraux, qui est le taux central, et inversement. Et donc, il y a tout un mécanisme, une comptabilité de l'inflation qui est plutôt bien maîtrisée. Et l'épargne, finalement, elle subit l'inflation, mais j'aimerais revenir à la question qui est posée. Est-ce que l'inflation menace l'épargne? Ce n'est pas l'inflation qui menace l'épargne. Je dirais même c'est tout sauf l'inflation. Ce qui menace l'épargne, c'est un changement, une prise de conscience des épargnants d'un monde qui est surdéterminé, surinformé par les réseaux et d'un monde où il y a de moins en moins de repères. Et c'est ça le titre de ce colloque. Comment décider, comment réfléchir et agir dans un monde qui est devenu sans repères. Et je crains que l'inflation ne soit qu'une petite cause vis-à-vis d'un grand problème qui est celui du comportement des épargnants. Parce qu'entre nous, d'après les comptes de la nation et les statistiques de la Banque de France, pour ne parler que de notre pays, on a une épargne un peu inférieure à 7 000 milliards d'euros, à peu près le double de notre PIB. Elle progresse, même lorsque l'inflation monte, même lorsque l'inflation baisse. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement l'épargne, et pour moi, ce qui compte, ce sont les épargnants, plutôt que l'épargne. Ils sont déboussolés. Ils ont une boussole, la surinformation, la presse, les médias. Ils sont très exposés. Mais à quoi sert une boussole quand on ne sait pas où aller? Et donc, le vrai risque, il n'est pas dans l'inflation. Vous savez, au XIXe siècle, il y avait des grands économistes, auteurs des dictionnaires d'économie politique, comme Say, comme Coquelin, qui disaient on n'utilisait pas le terme d'inflation, on parlait d'une inflammation. Ce n'est que vers 1870 qu'on a commencé, 1880, à parler d'inflation. Ça voulait dire la même chose, un emballement, un gonflement, un réchauffement des prix. Et le véritable coupable, ce n'est pas la hausse des prix que nous arrivons, grâce à la sagesse, l'adresse de la BCE et de la Fed, à maîtriser, je le dirais. Et comme l'a bien dit le professeur tout à l'heure, je vous félicite, il faut raisonner, ne pas être victime, comme disait Keynes, de l'illusion monétaire et de raisonner en termes réels. Il faut diviser par l'indice des prix. C'est de la statistique élémentaire. Et là, l'épargne continue à bien rémunérer. Ce qui importe pour moi, c'est de mieux étudier le comportement des épargnants. Ils sont désemparés par une autre forme d'inflation. Vous voulez que je vous dise laquelle? Ce n'est pas la hausse des prix, puisque la hausse des prix, on la maîtrise. Et dans le temps, une année, ils montent, une année, ils baissent, ils ralentissent, ils s'accélèrent. On sait gérer ces tendances, ces mouvements. Mais ce qu'on a du mal à gérer, c'est une autre forme d'inflation qui n'est pas un petit mal, mais qui est un véritable cancer. C'est l'inflation des amendements. C'est l'inflation des lois qui ne cessent de déstabiliser les règles. C'est-à-dire, nous avons la chance d'avoir un cadre réglementaire
bien construit, bien réfléchi par des hommes, des femmes au ministère des Finances. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a des tentations permanentes de la part des élus de la République. Voilà, c'est pour s'y l'instabilité, on en parle souvent, hein, de l'instabilité politique, réglementaire et fiscale qui est un frein effectivement à des prises de Mais c'est décision. pourquoi le comportement d'épargne est biaisé, contrarié, atteint par des velléités, par la bougeotte fiscale. Et ce qu'il faut, si l'épargne continue à progresser, il faut donner une voix, vraiment une voix. C'est très bien de parler de BNP Paribas, qui est l'institution sans doute l'une des plus prestigieuses en Europe. Mais il faut penser aussi à donner un sens à l'épargne et ne pas oublier des associations comme celle que je vais représenter. Voilà. Qui Alors, on va arrêter là, Gérard, parce que je voudrais donner qu'on élargisse complètement le champ avec la Banque des règlements internationaux. Alors, ceux qui ne connaissent pas, je vous recommande d'aller regarder sur Internet. C'est une institution qu'on qualifie, je pense, c'est un petit peu caricatural, mais de banque centrale des banques centrales. Donc là, on va vraiment avoir, grâce à Tao Zheng, qui est un ancien du FMI, une vision mondiale sur, j'avais envie de vous demander, quel est, vous étudiez les flux d'investissement dans le monde entier. Est-ce qu'il y a puisque pour l'instant, nos trois intervenants nous ont dit finalement l'inflation n'a pas tellement d'impact sur l'épargne. Vous, quelle est votre vision de ça? Et puis alors, je voudrais vous faire réagir sur autre chose. Votre chef économiste, dans le dernier rapport annuel qui est sorti en commentant le rapport annuel il y a quelques jours, a ressorti ce terme qui avait été utilisé il y a très longtemps par Alan Greenspan, d'exubérance, pour qualifier ce qui se passait aujourd'hui sur certains marchés. Donc je voulais savoir s'il y avait une inquiétude vraiment de la BRI à ce sujet. Donc deux questions. Okay, thank you. Merci beaucoup. Je suis très heureux de rejoindre la discussion et je suis très reconnaissant aux organisateurs de m'avoir invité pour rejoindre ce panel très distingué. Je pense que le thème de cette discussion, est-ce que l'inflation est une menace pour l'épargne, est un thème tout à fait de nos jours et actuel. J'aimerais en parler avec trois questions très simples. Pourquoi est-ce qu'on doit faire attention à cela? Quelle est la raison pour l'inflation? Et le troisième, qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer l'inflation? Je vais commencer avec la première question. Pourquoi est-ce que c'est important? Comme nous savons tous, si vous pensez à Apple, si vous utilisez $1, €1 pour acheter une pomme, si les prix augmentent, bien sûr, demain, il faut dépenser plus d'€1 pour acheter une pomme. C'est très simple. Si vous avez de l'épargne dans votre compte en banque, €1, d'€1, cela veut dire que vous allez acheter de moins en moins de produits et de services. Et c'est pour cela que c'est important. Donc c'est très simple. Pour chacun des ménages ou pour les entreprises. Donc ça c'est la logique. L'inflation est une menace pour l'épargne, puisque cela crée une érosion de la capacité d'achat, le pouvoir d'achat. C'est le terme qu'on utilise chez les économistes. Quelle est la raison pour l'inflation? Qu'est-ce qui est la cause de l'inflation? Ça, c'est important, puisque sans comprendre les raisons, il est très difficile de comprendre ce qu'il faut faire. Donc, fondamentalement, en théorie,
nous avons deux types de raisons. Un du côté de la demande, l'autre du côté de l'offre. Lorsqu'on parle de la demande, lorsqu'on a trop de demandes, le prix va monter. Donc, normalement, ce que va faire la Banque centrale, c'est d'essayer d'augmenter les taux d'intérêt pour réduire la demande. Et pour faire en sorte que la demande corresponde à l'offre. Donc ça, c'est le récit assez simple qu'on raconte. Mais il y a une autre raison qui vient du côté de l'offre. Du côté de l'offre, c'est là que tout à coup, on a un choc. Le prix va également changer en fonction de ce choc. Et ça, c'est très important à prendre en compte. Parce que le modérateur m'a demandé quel était le point de vue, la situation au niveau mondial. Eh bien, au niveau mondial, nous subissons plusieurs chocs du côté de l'offre. Bien entendu, ça a commencé avec le choc dû à la pandémie de Covid-19. Et maintenant, vous savez ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est un autre choc. Ça entrave le trafic qui passe par le détroit d'Ormuz. Voilà qui nous rappelle les immenses chocs que la chaîne d'approvisionnement peut subir. Qu'il s'agisse d'une offre de biens, de services ou de logistique, ça représente un choc. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Eh bien, prenons mon exemple, je viens d'Asie. En Asie, tout navire qui transporte du pétrole ou d'autres types de produits et qui traverse le détroit d'Ormuz, eh bien pour 10 navires qui traversent le détroit d'Ormuz, 8 ont pour destination l'Asie. Donc, le choc dans la chaîne d'approvisionnement est tout à fait ressenti par les économies asiatiques. Et bien entendu, ces chocs se font ressentir sur bien plus que l'approvisionnement en gaz, en pétrole, mais également en engrais. Ils se font ressentir aussi dans les produits pétrochimiques et dans d'autres produits essentiels, des intrants essentiels. Non seulement ça fait augmenter les prix de l'énergie à l'heure actuelle, mais de manière générale, ça rend l'inflation très probable parce que ça fait subir une pression sur les coûts de demain. Donc, maintenant qu'on a apporté ce distinguo, passons à la question de savoir ce que nous devrions faire. Alors, c'est très complexe pour les ménages, pour les entreprises. On nous a demandé ce qu'on devrait faire avec l'épargne, avec les investissements, quel type d'épargne faudrait-il conserver. Eh bien, je crois qu'il incombe aux ménages et aux entreprises d'en décider. Pour ce qui est de la perspective des banques centrales, par contre, ce dont nous nous soucions, c'est de veiller à garantir la stabilité des prix. Notre tâche consiste donc à garantir la stabilité des prix et la stabilité financière également. Mais comment y parvenir ? Pour ce qui est des chocs en termes de demande, il est facile pour nous de faire augmenter les taux d'intérêt, mais pour ce qui est des chocs sur le côté de l'offre, ça c'est plus compliqué. Parce que d'un côté, si on a un choc qui a un impact seulement sur le prix relatif sur le court terme, ou seulement de façon temporaire, eh bien il est préférable que les banques centrales attendent que ce phénomène s'estompe. Ça, c'est la meilleure façon de réagir. Parce que si on fait augmenter le taux d'intérêt, ça va accroître les prix. Mais d'autre part, si le choc du côté de l'offre entraîne un changement important des prix et donc modifie les comportements et les attentes des ménages et des entreprises, et bien dans ce cas-là, il faut prendre garde. En effet, une fois que les attentes évoluent, ça a un impact sur les salaires, sur les décisions prises par les individus en termes de définition des prix.
Et ça a un impact sur les mesures politiques qui sont prises. Et donc à ce moment-là, il faut que les banques centrales agissent décisivement. Ces questions nécessitent une analyse très approfondie des chiffres. Vous avez parlé vous en avez parlé avec la BCE, mais je suis sûre que c'est le cas également pour d'autres banques centrales. En bref, la première tâche des banques centrales, c'est de garantir la stabilité des prix. Et ensuite, les banques centrales doivent lire de façon approfondie les chiffres et réfléchir à la suite. Je vais m'arrêter là. En résumé, il n'y a pas vraiment de lien entre l'inflation et l'évolution de l'épargne, même s'il y a une perte de pouvoir d'achat de l'épargnant qui est évidente. Et là, on vient de nous expliquer que les actions des banques centrales sont plutôt efficaces en cas de choc de la demande, s'il y a un problème de la demande, mais en cas de choc d'offre, donc le supply shock, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Alors donc, notre sujet est compliqué et il n'y a pas énormément d'impact direct. Alors, je vais me tourner vers ma voisine qui vient du Mexique. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé. Je pense qu'on aurait fait la même table ronde l'an dernier, on n'aurait parlé que de ça. Là, on ne parle que d'Ormuz. L'an dernier, on était juste après un jour d'avril où le président Trump a qualifié de Liberation Day, donc une guerre commerciale à outrance qui allait provoquer bien sûr un choc inflationniste énorme. Ça n'a pas vraiment été le cas et je voudrais savoir, puisque madame est voisine de Donald Trump, le Mexique est quand même directement impacté. Quel a été l'impact dans un pays comme le Mexique, qui est dont l'économie est très intégrée à celle des États-Unis, qu'a été l'impact de ce Liberation Day des tarifs de Trump? Thank you. Hello for your question. Merci beaucoup de cette question. C'est un joli nom, n'est-ce pas? La journée de la libération. Les États-Unis se présentent maintenant comme étant une victime du monde entier. Pour moi, j'ai trouvé ça très drôle personnellement. Alors, moi, j'étais bien consciente de ce qui était sur le point d'être annoncé le jour de la libération. J'étais scotchée à la télévision, je regardais les informations qui sont présentées de façon et dans des tableaux très divertissants. C'est là qu'il a présenté les différentes taxes douanières qu'il allait imposer aux différents pays. Et puis je me suis rendu compte que le Mexique n'était pas inclus. Donc le jour de la libération, le Mexique n'était pas prévu dans le jour de la libération. Même s'il se plaint tous les jours du Mexique, eh bien, il ne l'a pas inclus dans cette libération. Donc il ne s'est pas libéré du Mexique ce jour-là et il ne s'est pas libéré non plus du Canada parce que nous avons un accord de libre-échange. Nous avons un accord de libre-échange de longue date qui remonte à 1994. C'est un accord très important. Et hier, d'ailleurs, on était censé démarrer une nouvelle phase de négociation. Madame Claudia Sheinbaum, présidente du Mexique, et le Premier ministre du Canada ont officiellement fait part de leur intention de poursuivre, de prolonger cet accord pour 16 années supplémentaires. Monsieur Trump, lui, a décidé de reporter cette négociation. C'était tout à fait officieux. Bon, c'était un peu officiel parce qu'il y avait un représentant des États-Unis qui l'a dit, mais il a indiqué qu'il ne souhaitait pas signer de nouveau l'accord pour le prolonger de 16 ans. Il a dit qu'il souhaitait maintenir le statu quo et puis qu'on verrait ce qui se passerait. Donc comme ça lui permet de continuer de faire planer la menace. Mais il a par contre imposé plusieurs taxes douanières sur des biens qui viennent du Mexique, en particulier des produits qui sont faits avec de l'acier et de l'aluminium. Et cette taxe douanière est énorme, 25%. Il faut bien savoir que quelques 82% du commerce réalisé par le Mexique avec les États-Unis est exempté de taxes douanières parce que ça respecte les règles du SMCA des États-Unis, donc aucune taxe douanière. Mais
dans son argument sur la sécurité nationale, il a imposé des taxes douanières sur les produits contenant de l'aluminium et de l'acier. Bien entendu, nous, le Mexique et le Canada, nous avons avancé que cela foulait au pied l'accord du SMCA. Maintenant, la question qui se pose, c'est qui va payer cela, parce qu'on est en pleine inflation. Les taxes douanières, ce sont des taxes qui finalement sont subies par le consommateur à un moment donné. Donc, au début, l'importateur des produits essaye d'absorber une partie de cette taxe douanière et puis petit à petit, elle va finir par ruisseler jusqu'au consommateur. Donc nous ne voyons pas les prix augmenter aux États-Unis, pourtant nous nous attendrions à cela. Nous ne nous attendons pas à une augmentation des prix au Mexique, mais puisque c'est eux qui vont payer la taxe douanière, nous ne voyons pas d'augmentation de prix au Mexique. L'inflation d'ailleurs est en train de se réduire dans notre pays. Quel est le taux ? Je crois que l'Union européenne c'est 2, au Mexique c'est à peu près 3%, mais plus ou moins 1, donc on est entre 2 et 4%. Donc on est dans cette fourchette-là d'inflation, sachant que notre taux nominal est de 6,5%. Donc nous avons un taux d'intérêt véritablement positif. Donc on n'a pas constaté d'impact sur les prix suite à l'imposition de ces taxes douanières par Donald Trump. Et aux États-Unis, ils ne constatent pas pour l'instant d'augmentation des prix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais. Et peut-être que cette inflation va se produire finalement plus tôt que prévu. Parce qu'il va falloir qu'il choisisse ses combats. Et l'un des combats qu'il ne veut pas choisir, c'est son obsession, l'obsession des Américains de changer de voiture chaque année. Il va falloir qu'il tienne compte de cela et qu'il change d'avis, qu'il revienne sur cette taxe douanière s'il ne veut pas que les consommateurs nord-américains soient confrontés à une inflation plus importante encore qu'à l'heure actuelle. Je vous propose, Céline, alors ça c'est l'exercice impossible, mais c'est nous faire une petite synthèse, peut-être une petite conclusion, et puis ensuite qu'on dialogue un peu avec l'assistance. Avec plaisir, merci. Donc, plusieurs choses ont été dites, notamment bien le fait que l'inflation était en train de diminuer sur le dernier mois, du fait d'une résolution possible du conflit dans les détroits d'Ormuz. On ne sait pas exactement si cette tendance va se maintenir à moyen et à long terme, ce qui crée de l'incertitude. Une incertitude qui est doublée par les nouvelles politiques tarifaires qui viennent des États-Unis et qui redistribuent le commerce international. Le fait qu'on ait encore la guerre en Ukraine. Donc, tous ces facteurs qui sont à l'origine de cette incertitude poussent les agents qui en ont les moyens à épargner plus par motif de précaution, parce qu'ils anticipent que les lendemains risquent d'être difficiles. Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose ? Bien non, c'est plutôt une bonne chose pour un pays de bénéficier d'un grand montant d'épargne. C'est le cas, par exemple, de la France, à condition que cette épargne soit ensuite bien allouée, c'est-à-dire qu'elle puisse être utilisée pour répondre aux grands enjeux qui se posent aujourd'hui au pays en termes de transition écologique, en termes de financement de l'IA, en termes de réduction des inégalités. Donc, l'augmentation de l'épargne, ok. Maintenant, à voir comment cette épargne va être utilisée, ce qui peut être bénéfique pour les pays à différentes échelles. Alors, je ne résiste pas à la tentation de faire réagir Gérard Beckerman. Vous avez un paquet d'épargne et en gros, vous achetez de la dette française. Est-ce que c'est très raisonnable ou est-ce que ça ne serait pas mieux de mettre cet argent dans des industries à valeur ajoutée, de l'IA, etc. Il va réagir un peu violemment peut-être. Jamais.
Ce qui est raisonnable, c'est de la mettre à l'affaire. Ça, c'est une certitude. Voilà, là, on est tous d'accord. Mais, vous savez, l'inflation, c'est pas mauvais pour l'État. Surtout lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une hausse des taux. Ben, on a bien compris, pour L'État, quelqu'un qui est endetté, On est c'est gagnant toujours à bien. l'inflation quand on est débiteur. Et le premier débiteur en France, c'est l'État. Et on est perdant à l'inflation quand on est créditeur. C'est pourquoi dans les comptes de la nation, on a pour habitude de considérer l'épargne nette et l'épargne brute. C'est très important. Alors votre question, c'était... Alors, qu'est-ce que Oui. vous faites de vos milliards d'épargne là? On Vous achetez fait- de la dette française Non, ou on il y a fait d'autres choses? surtout du bien. On a près de 60 milliards. À quoi ça sert tout cet argent? Et j'aimerais raisonner au niveau de l'assurance vie nationale. 2300 milliards. À quoi sert tout cet argent? Et je rebondis sur ce qu'a dit le professeur tout à l'heure. C'est intéressant. Et on le fait à notre petit niveau. C'est-à-dire, quelle est l'utilité, quelle est la finalité de toute cette épargne? Parce que quand j'ai évoqué le chiffre de 7 000 milliards, là-dedans, il y a 2400 milliards pour l'assurance vie. À quoi ça sert? L'État, vous l'avez souligné, c'est normal, c'est nécessaire. Parce que derrière l'État, il y a les routes, il y a les ponts, il y a les chaussées, il y a la police, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a la justice, quand elle fonctionne, il y a la police et la défense du territoire. C'est normal, c'est une nécessité, surtout dans un pays comme la France. Et puis, il y a des finalités autres. Par exemple, les jeunes, l'emploi, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Gérard, On sur est les preneur de tout 60, ça. il y a combien pour l'État? Il y a 35% pour l'État D'accord. et il y a heureusement autant sous forme d'obligations et de crédits pour des grandes entreprises ou des petites entreprises, un autre 40%. Voyez-vous? Donc cette masse d'épargne, elle n'est pas stérile, elle est productive. C'est pour ça que, comment j'ai oublié son nom, ce député avait voulu créer un impôt sur le patrimoine improductif. D'ailleurs, je préfère oublier son nom. Il méconnaissait la réalité parce que l'épargne est éminemment Il n'était productive. pas insoumis, il Et était si on veut- modem. Hein, Pardon? il était modem, il était centriste et modéré. Mais il raisonnait comme un insoumis. Alors, est-ce qu'il nous reste 12 minutes? On peut prendre 3 ou 4 questions. Alors, si vous voulez vous lancer, alors question brève. Et nos panélistes sont à votre disposition. Monsieur, alors c'est mieux avec un micro. Oui, je voulais savoir si les États très endettés n'avaient pas intérêt à un bon coup d'inflation pour faire disparaître leurs dettes. Tout dépend de la hausse des taux. Le professeur l'a bien rappelé tout à l'heure, il y a l'inflation, quand elle s'accompagne d'une hausse des taux, c'est pas bon pour le service de la dette. Et on ne parle même pas du remboursement de capital. L'État ne rembourse pas le capital. Il assure un service de la dette. Et ça représente beaucoup aujourd'hui le service de la dette, probablement 65 à 70 milliards. C'est considérable, c'est plus que le budget des armées et plus que le budget de l'éducation. Est-ce qu'à la Banque des règlements internationaux, c'est quelque chose que vous surveillez, le service de la dette par les États? Well, L'inflation, l'impact qu'elle a sur les épargnes. Vous pouvez rapprocher votre microphone. Donc, comme nous le savons, l'impact de l'inflation sur l'épargne, on vient d'en parler. En fin de compte, c'est un sujet qui touche directement à la redistribution et qui entraîne une incertitude. Au sein des banques centrales, comme je l'ai dit précédemment, la toute première tâche, c'est de veiller à garantir la stabilité des prix. Cela permet de réduire les incertitudes afin que les entreprises et les ménages puissent prendre de meilleures décisions. Mais d'autre part, avec un fort taux d'endettement que l'on retrouve dans le monde entier, plus ou moins à l'heure actuelle, l'endettement public a atteint des niveaux records. Cela fait courir un risque aux banques centrales à l'heure de mettre en place leur politique monétaire. Pour les banques centrales, plus l'endettement est fort, moins on a une marge de manœuvre.
pour les politiques monétaires. Et ça, c'est notre grande préoccupation. Et bien entendu, avec un endettement fort, et en particulier sachant qu'à l'heure actuelle, les taux d'intérêt sont toujours assez élevés dans la plupart des économies avancées, le fardeau du service de la dette est toujours bien ressenti, ce qui rend donc les politiques fiscales assez restrictives. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour réagir si les chocs continuent de se produire du côté de l'offre. Nous voyons qu'il y a une évolution positive pour le détroit d'Ormuz pour le moment et nous nous en réjouissons, mais nous ne savons pas si ça va durer. Ces derniers mois, néanmoins, non seulement y a-t-il eu un gel des livraisons, des expéditions, mais toute l'infrastructure, les ports par exemple, ont été endommagés. Il va falloir du temps pour réparer tout cela. Et puis l'absence d'engrais, cela a eu un impact aussi sur d'autres secteurs. L'absence de produits pétrochimiques aussi a eu un impact. Donc, en fin de compte, il y a encore du travail à faire avant que la situation ne soit normalisée. Pour ce qui est des perspectives à l'avenir, il faut que les autorités fiscales travaillent étroitement avec les autorités monétaires, c'est essentiel. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Une autre question. On pourrait passer 2 heures sur le sujet, hein. C'est frustrant pour tout le monde, mais c'est le jeu. Est-ce qu'il y a d'autres questions autour de l'inflation, des perspectives, de l'épargne? Ou alors moi, je vais vous en poser une. Où est-ce qu'il faut, là je viens d'hériter, où est-ce qu'il faut que je mette mon argent aujourd'hui? Si vous permettez, je voudrais répondre un petit peu différemment. Alors vous avez parlé du service de la dette, non? Non, je ne vais pas du tout parler de service de la dette. Je vais juste faire le point suivant, qui est revenir à cette question de comment est-ce qu'on alloue l'épargne. Et je dirais, moi, j'ai un peu philosophiquement de difficulté à être sur un panel et à dire aux épargnants, il faut que vous mettiez votre épargne dans la transition énergétique, la jeunesse, que sais-je. Moi, il me semble que c'est à l'épargnant de décider. Par contre, ce qui est très clair, c'est que placer son épargne dans des placements qui dégagent un rendement supérieur à l'inflation, ça c'est essentiel. Et c'est essentiel notamment parce que, pour les raisons qu'a expliqué Tao Zhang, contrairement à la décennie qui a précédé la pandémie, où il n'y avait pas d'inflation, on est maintenant dans une période où il va y avoir une inflation positive, sans doute durablement. Et si vous regardez sur la période depuis l'an 2000, les rendements dégagés par les placements de l'épargne des citoyens américains, c'est en moyenne 5%. Okay, la même statistique, la même donnée pour les ménages européens, c'est 1%. Alors, il n'y a pas besoin d'être un génie en mathématiques même, ouais, pour dire, voilà, 5%. Mais des rendements nominaux, c'est-à-dire oui. hors inflation? Hors inflation. Hors inflation. Hors inflation. Ouais. Donc voilà, les Américains, ils ont de la marge de manœuvre, les Européens, beaucoup moins. C'est très important parce que la réalité, c'est que les revenus salariaux ont tendance à être érodés beaucoup plus par l'inflation. Par exemple, est-ce que vous savez que les salaires réels en Europe sont 5% plus bas que ce qu'ils étaient au dernier trimestre 2020. Donc, on n'a pas récupéré encore sur les salaires le niveau pré-pandémie en termes réels. Donc, cette question de comment est-ce qu'on investit est absolument fondamentale. Et là, je reviens à ce qu'on disait au début. Un des problèmes de l'épargne européenne, c'est qu'elle est relativement peu intermédiaire, institutionnalisée, et notamment qu'il y a beaucoup moins d'actifs d'épargne de retraite, donc des actifs qui sont épargnés pour la longue durée. Encore une fois, on en a à peu près 10 fois moins qu'aux États-Unis, et ça contribue à des difficultés du financement de l'investissement en Europe, et ça contribue à ce que les ménages européens ne bénéficient pas de rendements qui leur permettent de gagner plus que l'inflation. Et ça, pour moi, c'est un sujet vraiment majeur. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Madame. Alors, lancez-vous, mais attendez le micro. Voilà. Oui, bonjour.
En fait, tout ça, c'est très bien. Moi, j'y connais rien en finance, mais l'inflation, on la connaît a posteriori. Et les financements, on connaît leur rendement a posteriori aussi. Moi, si je veux acheter une action ou, je sais pas, des ETF, tout ça, c'est a posteriori qu'on sait le rendement. Quand j'ai regardé des fiches de placement, il y avait marqué sur les 5 dernières années, les 3 derniers mois et tout, mais je ne sais pas ce que ça va donner dans 3 mois, dans 6 mois, quels sont les événements. Donc, tout ça, je ne sais pas. Comment, alors, votre question, c'est quoi? Alors, c'est savoir, est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir des placements avec des taux garantis, par exemple? Oui, mais quand les taux sont garantis, on sait qu'ils sont moins intéressants que... alors là, c'est le commercial de l'affaire, peut-être? Il n'y a pas de commerciaux à l'affaire. Pardon. L'affaire, elle est là pour défendre le statut juridique et fiscal de l'assurance vie. On a à peu près, vous annoncez votre taux sur une période. Sur le nouveau produit, on a annoncé 4,05. Il faut voir ça avec les agents, les courtiers, pour une inflation qui est bien moindre, heureusement. Mais je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure pour l'État, parce que c'est quand même un gros acteur sur le marché de l'épargne. L'inflation, elle est bonne pour le stock, parce qu'elle amoindrit l'expression comptable du coût de la dette, mais elle est mauvaise pour le flux, parce qu'elle renchérit le coût annuel du paiement des intérêts. Vous voyez? Donc, c'est ce que disait Céline au départ. Il y a une différence entre le stock et le flux. Oui, mais il ne faut pas être si pessimiste concernant l'épargne. L'épargne, elle a une vertu. D'abord, c'est une chance. Des millions de Français n'ont pas cette chance. Premier point. Et deuxièmement, il faut la respecter quand il y a d'autres catégories de Français qui ont saisi cette chance parce qu'ils n'ont pas tout consommé, ils n'ont pas tout investi. Et donc, ce que nous voulons, c'est finalement la stabilisation des prix, c'est bien, mais la stabilisation des règles, c'est mieux. Très bien. Écoutez, il me reste à... Céline, la conclusion de la conclusion. Non, c'était juste pour répondre à madame et pour faire un parallèle. La question que vous vous posez, tous les investisseurs se la posent. Et c'est pour ça que vous voyez que dans la part des portefeuilles des investisseurs, la part qui est censée être la part non exposée, non risquée, eh bien, elle va être allouée à ce qu'on appelle des valeurs refuges. Et c'est pour ça qu'en période comme ça d'instabilité, vous avez certains produits comme l'or, par exemple, qui va avoir une valeur qui augmente, justement pour se protéger de cette incertitude. Et justement, on est dans un monde sans repère, puisque l'or s'est cassé la figure complètement depuis quelques semaines, alors que tout le monde se dit normalement, vu le contexte géopolitique, qu'il devrait monter. Donc, on est dans un monde sans repère. Et merci de nous en avoir donné quelques-uns, quelques pistes. Merci à nos intervenants internationaux, français, et bien sûr à Céline.